Et bonjour à tous, ici c'est Jollywood. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire du premier gros scandale d'Hollywood, l'affaire Roscoe Arbuckle. Le lieu, un hôtel de luxe de San Francisco. La victime, une jeune actrice. L'accusé, une immense star du cinéma muet. Alors, que s'est-il passé dans la chambre 1219 ? Allez, c'est parti, générique. Le 5 septembre 1921, une fête est organisée à l'hôtel St. Francis de San Francisco, un lieu prestigieux, fréquenté par les élites et les stars de l'époque. Un des organisateurs de cette réception est un certain Roscoe Arbuckle, une immense star du cinéma muet, dont le surnom est Fatty, à cause de sa morphologie. Fatty voulant dire gros, Roscoe Arbuckle pesait près de 120 kilos. Il est à l'apogée de sa carrière, gagnant jusqu'à 1 million de dollars par an, une fortune à l'époque, équivalent à 15 millions aujourd'hui. Ses cachets étaient comparables à ceux de Charlie Chaplin. Au moment du scandale, il est sous contrat avec Paramount Pictures, l'une des plus importantes sociétés de production de films de l'époque. Il jouait dans des comédies, dans lesquelles il incarnait toujours le même personnage, Fatty, un peu comme Charlie Chaplin et son personnage récurrent de Charlot. Fatty est un personnage naïf, un peu enfantin, à la silhouette singulière, très reconnaissable. Ses gags tournaient souvent autour de sa morphologie, qui était une morphologie atypique sur les écrans à l'époque. Malgré son poids, il faisait preuve d'une grande agilité et effectuait même des acrobaties. C'est ce contraste qui fait la singularité de Fatty. Avec ce personnage, Arbuckle était parvenu à faire de son physique une véritable marque de fabrique. En dehors des plateaux de cinéma, Arbuckle n'appréciait pas le surnom de Fatty. Il insistait pour qu'on l'appelle Roscoe. Revenons à la journée du 5 septembre 1921. Nous sommes en pleine période du Labor Day, qui est l'équivalent de notre fête du travail du 1er mai. Arbuckle a prévu d'organiser une fête s'étalant sur 3 jours, soit du 3 au 5 septembre. La fête se tient dans une suite luxueuse qui se compose de 3 chambres. La chambre 1219 est la chambre privée de Arbuckle. La chambre 1220 sert de salle principale pour les festivités. Rappelons que depuis 1920, nous sommes en pleine prohibition, période de l'histoire américaine qui interdisait strictement la vente d'alcool. Tu bois une bière, t'es hors la loi. Et c'est quand même fou de se dire que cette interdiction durera jusqu'en 1933, soit 13 ans. Et bien évidemment, comme dans toute interdiction, la prohibition donna lieu à un marché noir, où alcool de contrebande se vendait sous le manteau. Gin, whisky, champagne de contrebande coulaient à flot ce 5 septembre, au 12e étage de l'hôtel St. Francis. Les récits mentionnent une atmosphère animée, avec musique, danse et des invités allant et venant. On parle d'une 20aine de personnes sur la journée, présente le 5 septembre. C'est une fête assez intime. On est très loin des fêtes gigantesques que l'on peut voir dans le film Gatsby. Parmi les invités, Virginia Rape, une actrice et mannequin, âgée de 30 ans. Née à Chicago, elle a grandi dans une famille modeste. Dès son adolescence, elle part s'installer à New York, où elle commence une carrière de mannequin. Son style et sa beauté lui ouvriront les portes du cinéma. Elle débute en 1916 avec des rôles secondaires dans des comédies et des drames. En 1917, elle tourne avec Roscoe Arbuckle dans le film His Wedding Night. Virginia Rape n'était pas une star de premier plan, mais elle était considérée comme une actrice montante. Ce 5 septembre, la fête a commencé tôt, dès le matin, après 2 jours de festivités. Roscoe Arbuckle accueille ses invités en pyjama. Vers 15h, il se retire dans sa chambre, la chambre 1219, pour se changer. Moment où il aurait trouvé Virginia Rape malade dans la salle de bain de sa chambre. Peu de temps après, les invités entendirent la jeune femme crier de douleur. Elle souffrait de douleurs abdominales intenses. Ils ont d'abord cru qu'elle était ivre, mais son état a empiré, menant à l'intervention d'un médecin de l'hôtel qui pensait initialement à une intoxication à l'alcool, ce qui était assez courant pendant la prohibition. En effet,
L'alcool de contrebande, produit dans des conditions non réglementées, pouvait être très toxique. Des milliers de personnes sont mortes ou ont souffert de graves intoxications pendant la prohibition. Virginia souffre, son état ne s'améliore toujours pas. Elle est finalement hospitalisée. Dès le lendemain, le 6 septembre, Maud Delmont, une invitée présente à la fête en tant qu'accompagnatrice de Virginia Rape, commence à accuser Arbuckle d'avoir agressé la jeune actrice. Elle raconte que Virginia criait et se plaignait de douleur après avoir été seule avec Arbuckle, laissant entendre qu'il l'avait attaquée. Ces accusations commencent à attirer l'attention des autorités locales. Le 9 septembre 1921, Virginia Rape décède. Le jour même, une autopsie est réalisée. Les rapports concluent un décès causé par une péritonite, suite à une rupture de la vessie. Les légistes ont noté des signes d'inflammation chronique, probablement dus à des cystites récurrentes. L'examen ne révèle aucune trace de violence et aucune trace d'agression intime. Il n'y avait ni ecchymose, ni fracture, ni marque suggérant une attaque physique. Hormis la vessie, les autres organes ne montraient pas de dommages liés à un traumatisme violent. L'absence de conclusion sur la cause exacte de la rupture de la vessie alimente les spéculations. Maud Delmont, la première accusatrice, affirme à présent à la police que Arbuckle a agressé intimement Virginia dans la chambre 1219 et que c'est cette agression qui aurait causé la rupture de la vessie et donc la mort. Elle décrit une scène où Arbuckle aurait emmené de force la jeune femme dans la chambre 1219, qu'il aurait fermé la porte à clé puis aurait agressé brutalement Virginia. Elle prétend avoir entendu des hurlements provenant de la chambre. Elle aurait entendu « Il m'a fait mal, il m'a tué ». Maud Delmont aurait alors essayé d'ouvrir la porte pour secourir la jeune femme, mais elle était verrouillée. Au bout d'un moment, elle dit avoir vu Arbuckle sortir de la chambre. Elle serait rentrée et aurait alors vu Virginia, en état de choc, et ses vêtements étaient déchirés. Elle raconte qu'avant de perdre connaissance, Virginia lui aurait dit qu'Arbuckle l'avait blessée. Roscoe Arbuckle est arrêté le 10 septembre. Dans un même temps, la presse à scandale s'empare de l'affaire. Maud Delmont donne de nombreuses interviews. Ses propos restent assez vagues, mais ils influencent grandement la presse. Des rumeurs commencent à circuler. Arbuckle aurait utilisé un objet, comme une bouteille de soda ou un morceau de glace, pour agresser intimement Virginia Rape, causant alors la blessure fatale. Une autre théorie circule. Arbuckle aurait écrasé Virginia de tout son poids lors de l'agression, et son poids aurait fait éclater la vessie de la victime. La presse jouera un rôle déterminant tout au long de l'affaire. En effet, William Randolph Hearst, propriétaire d'un vaste empire de presse, il possédait près d'une trentaine de titres dans le pays, a vu l'opportunité de vendre des journaux. Roscoe Arbuckle y est dépeint comme un débauché, un immoral, vivant dans l'excès, organisant des orgies, des fêtes scandaleuses, remplies d'alcool illégal. Des articles insinuent qu'il profitait de son statut de star pour attirer des jeunes femmes vulnérables comme Virginia Rape. Son poids est un sujet d'attaque, avec des expressions comme « monstre »,« brute ». Des termes comme « attaquant »,« prédateur » sont utilisés pour suggérer une agression intime. Le 14 septembre, Roscoe Arbuckle est inculpé pour homicide involontaire. Ce sera le début d'une longue série de procès. Le premier procès s'ouvre le 14 novembre 1921, soit 2 mois après les faits. Le procureur Matthew Brady est en charge de l'accusation. Et il fait le choix de ne pas faire témoigner à la barre Maud Delmont, pourtant le témoin clé de l'histoire, la première accusatrice, car Maud a un passé assez chargé, des antécédents judiciaires qui pourraient discréditer son témoignage. Maud Delmont avait été arrêtée et emprisonnée à plusieurs reprises. Elle avait été condamnée pour bigamie dans des affaires où elle se mariait à plusieurs hommes sans divorcer. Elle avait également fait face à des accusations d'escroquerie dans des affaires de chantage où elle collaborait avec des complices pour piéger des victimes. Elle était connue pour mettre des hommes, de préférence riches, dans des situations compromettantes, afin de leur soutirer de l'argent. Et l'accusation savait que les avocats de Arbuckle auraient exploité son passé d'escroquerie pour la discréditer. L'accusation s'appuie donc sur d'autres témoignages,
ceux de 2 showgirls présentes à la fête le 5 septembre. Les 2 témoignages affirment avoir entendu Virginia Rape crier depuis la chambre 1219. Elles prétendent avoir entendu des mots comme « il m'a fait mal »,« il m'a tué ». Mais leurs témoignages divergent sur certains points, notamment sur la porte fermée de l'intérieur, ou non. Les avocats de Arbuckle pointeront plusieurs autres incohérences, ce qui affaiblit leur crédibilité. À la barre, Arbuckle affirme quant à lui que vers 15h, il a décidé de se changer pour sortir, car il avait prévu de faire un tour en voiture avec une amie. En entrant dans la chambre 1219, il trouve Virginia Rape dans la salle de bain, gémissant de douleur. Selon lui, elle était visiblement malade, tenant son ventre, semblant confuse, peut-être ivre, pensera-t-il. Il dit avoir été surpris de la trouver là, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit dans sa chambre. Il raconte qu'il a immédiatement essayé d'aider la jeune actrice. Il l'a soutenue pour la sortir de la salle de bain, l'a allongée sur le lit pour qu'elle se repose. Il affirme avoir appliqué une compresse froide sur son front, pensant qu'elle souffrait d'un malaise lié à l'alcool. Voyant que son état ne s'améliorait pas, il a appelé d'autres invités, dont Maud Delmont. Il a également demandé à ce qu'un médecin de l'hôtel soit contacté. Il précise que Virginia Rape n'a jamais crié, ni accusé personne en sa présence. Oui, elle gémissait de douleur, mais elle n'a jamais dit des phrases comme « il m'a fait mal » ou « il m'a tué », contrairement à ce que prétendent ses accusateurs. Ses avocats pointent la cystite chronique de la victime et une consommation d'alcool fréquente comme cause de la rupture de la vessie, ayant entraîné la mort. Au verdict, le jury ne parvient pas à se mettre d'accord. On est dans ce qu'on appelle une situation de hung jury. Le jury est considéré comme bloqué. Dans le système judiciaire américain, le jury doit être unanime pour rendre un verdict, coupable ou non coupable. Si ce n'est pas le cas, le procès est déclaré nul. Mais l'accusation a le droit de demander une nouvelle audience, ce que le procureur Matthew Brady s'empresse de faire, motivé par des ambitions politiques et poussé par la pression publique. Il pense pouvoir encore faire condamner Arbuckle. S'ouvre alors le deuxième procès, le 9 janvier 1922. Les charges sont les mêmes, mais l'accusation ajuste son récit, en présentant Arbuckle comme une star débauchée, une personne immorale, se vautrant dans la luxure et l'alcool. Elle met aussi l'accent sur son physique, et notamment la théorie de l'écrasement. Le procureur Brady avance l'idée que Arbuckle aurait pu écraser la victime et que son poids aurait provoqué la rupture de la vessie. Mais la défense maintient que la mort est accidentelle. Des experts médicaux évoquent la santé fragile de Virginia Rape et qu'une inflammation chronique serait la cause de la rupture spontanée de la vessie et non une agression. La défense dresse un portrait négatif de la jeune femme, la décrivant comme une femme de petite vertu, qui consommait trop d'alcool, qui aurait subi plusieurs avortements, pouvant avoir laissé des séquelles physiques ayant causé sa mort. Et cette fois-ci, Arbuckle ne témoigne pas. Ses avocats estiment qu'il était préférable d'éviter un contre-interrogatoire qui aurait exploité son image médiatique très négative, détournant alors le jury des preuves médicales. Au verdict, le jury est toujours divisé. 10 pour l'acquittement, 2 pour la condamnation. Le procès est de nouveau annulé. Mais l'opinion publique commence à douter des accusations. Mais le procureur Brady revient à la charge. Le troisième et dernier procès se déroule 1 mois plus tard. L'accusation présente les mêmes témoignages, qui s'effondrent lors du contre-interrogatoire. Cette fois-ci, Arbuckle témoigne, et il donne toujours la même version, avoir trouvé Virginia Rape malade dans la salle de bain. Il insiste sur le fait qu'il n'a commis aucune agression, expliquant qu'il a tenté de l'aider, en lui apportant des compresses froides, en appelant du secours. Son témoignage est clair, cohérent, ce qui renforce sa crédibilité auprès du jury, contrairement au premier procès, où le procureur Brady l'avait déstabilisé. Ses avocats présentent de nouveau toutes les preuves médicales, les cystites à répétition, l'inflammation chronique. Et le verdict tombe après seulement 10 minutes de délibération. Roscoe Arbuckle est acquitté de toutes les charges qui pesaient sur lui. Le jury publiera « L'acquittement de Roscoe Arbuckle ne suffit pas. Nous estimons qu'une grande injustice lui a été faite. Nous estimons également qu'il était de notre devoir de l'exonérer compte tenu des preuves disponibles, car il est totalement innocent et exempt de toute responsabilité. Roscoe Arbuckle, reconnu innocent, est juridiquement blanchi.
mais il est ruiné par les frais de justice. Sa carrière est détruite par le scandale. Il est blacklisté. Ses films sont boycottés et même détruits. Hollywood ne veut plus de lui. Il part en exil en Europe et travaille sous pseudonyme en tant que réalisateur. En 1933, soit 10 ans après le scandale, il signe avec la Warner pour une série de courts-métrages comiques en tant qu'acteur. C'est peut-être le début de sa renaissance, la reconnaissance de l'injustice et de l'acharnement qu'il a subi, une possible rédemption, comme Hollywood les aime tant, mais il n'aura pas cette chance. Roscoe Arbuckle meurt le 29 juin 1933 d'une crise cardiaque, à l'âge de 46 ans. Le scandale et le stress des années qui ont suivi ont contribué à sa santé déclinante. Si cette affaire est connue comme le premier scandale d'Hollywood, c'est parce qu'elle a eu des conséquences massives sur l'industrie du cinéma américain pendant des décennies. Il faut savoir qu'à cette époque, le cinéma avait une image assez négative à cause des comportements de certaines stars et de films jugés immoraux. Sous la pression des milieux conservateurs et religieux, les grands studios hollywoodiens créent une organisation, la MPPDA. Cette organisation avait pour but de moraliser l'industrie du cinéma, tant au niveau du contenu des films qu'au niveau des comportements des stars. L'homme politique Will H. Hayes en est le président. C'est lui qui a mis en place des mesures de blacklistage contre Arbuckle, bien que ce dernier eût été reconnu innocent. C'est lui qui fit interdire la projection de ses films dans de nombreux cinémas. Il s'est servi de Arbuckle comme d'un avertissement à l'attention des autres stars. Attention, si vous déconnez, vous finirez comme lui. En 1930, il mettra en place une série de mesures de censure qu'on appelle le Code Hayes. Cet ensemble de règles morales et éthiques sera suivi par les grands studios hollywoodiens pendant 38 ans. L'affaire Roscoe Arbuckle est une histoire triste et révoltante, dans laquelle on a 2 victimes. Virginia Rape, jeune femme dont la mort a servi des intérêts, la presse y voyant une opportunité économique, le procureur Brady qui, lui, y a vu des opportunités de carrière, et Maud Delmont, l'accusatrice initiale, qui a sans doute vu une opportunité d'extorquer de l'argent. Au final, Virginia Rape a été oubliée. Pire même, son image a été bafouée pendant le procès, la faisant passer pour une femme légère, sans morale. La deuxième victime de cette affaire est évidemment Roscoe Arbuckle, broyé par la machine judiciaire, médiatique et politique, qui ont tous usé de procédés odieux, notamment en ce qui concerne les attaques sur son physique. Et bien qu'innocenté, Roscoe Arbuckle ne se relèvera jamais de ce scandale, qui lui a coûté sa carrière et surtout sa vie. In the quiet of the night, shadows call my name.